Soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Nous sommes ensemble pour découvrir l'actualité européenne et internationale de ce vendredi 6 septembre. Voici les titres de ce journal. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort à 95 ans. Héros de l'indépendance, il est aussi perçu comme un tyran. Il a dirigé d'une main de fer le pays pendant 37 ans. Dans l'actualité également, cette semaine cauchemardesque pour Boris Johnson, elle se termine sur un nouveau revers. Le Parlement a adopté une loi pour reporter le Brexit aux grandes dames du Premier ministre qui espère toujours des élections anticipées. Et puis les températures élevées de cet été resteront dans l'histoire. Ce fut l'un des étés les plus chauds en Europe depuis 1979. Enfin, si vous êtes en colère et que vous avez envie de tout casser, vous verrez qu'on peut désormais le faire sans le regretter. Des espaces dédiés voient le jour. Nous vous emmènerons dans l'un d'eux à Vienne, en Autriche. Moins de 2 ans après avoir été forcé de démissionner, l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort à 95 ans, loin de son pays, à Singapour. Héros de l'indépendance, c'est d'une main de fer qu'il a dirigé son pays pendant 37 ans avant de le plonger dans une très grave crise économique. Stéphane Amalian et Romain Mazneau. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé vendredi le chef de l'État Emmerson Mnangagwa. Pendant son règne de 37 ans, Robert Mugabe est passé du statut de héros de l'indépendance à celui de tyran. Il était le plus vieux chef d'État en exercice de la planète en 2017, 93 ans, date à laquelle il a été forcé de démissionner sous la pression de l'armée. La réussite économique de son pays dès sa prise de pouvoir en 1980 s'est transformée dans les années 2000 en véritable naufrage. Une violente réforme agraire a plombé l'économie du pays. Le taux de chômage est actuellement de 90%. Robert Mugabe et son entourage entretenaient le secret sur son état de santé. La rumeur le disait atteint d'un cancer, des spéculations sans cesse balayées par l'ex-chef de l'État. We had free and fair elections and the result was what you now know. En 1980, tout le Zimbabwe vibrait à l'unisson lors de l'accession de Robert Mugabe à la tête du gouvernement. Le pays venait d'obtenir son indépendance. Le nouveau Premier ministre était un combattant de longue date, un héros de la lutte contre le colonialisme et le régime d'apartheid. Prisonnier politique pendant plus de 10 ans, il rejoint dès sa libération la lutte armée contre le gouvernement de Ian Smith. En 1979, il est l'un des signataires des accords de Lancaster House qui mettent un terme à la guerre civile. Durant la première décennie de son règne, le pays se porte bien, notamment le secteur agricole, dans un Zimbabwe qui fait encore figure de grenier à blé de l'Afrique. La mortalité infantile et la malnutrition diminuent, l'espérance de vie s'accroît. Le pays est alors doté d'un des meilleurs systèmes éducatifs de la région. Le Zimbabwe détient le record du meilleur taux d'alphabétisation, dépassant même la puissante Afrique du Sud. Mais dans le même temps, Robert Mugabe prend des mesures de répression sévères contre l'opposition. Il assimile ses leaders aux intérêts néocoloniaux et reconnaît avoir recours à la torture contre eux. Lors des élections parlementaires de juin 2000, le mouvement pour le changement démocratique n'échoue que de peu en dépit de fraudes massives organisées par le pouvoir. Zimbabwe will never be a colony again. Le début des années 2000, c'est aussi le temps de la réforme agraire. À l'époque, 70% des terres arables sont détenues par 4000 fermiers blancs. Mugabe impose sa réforme en expropriant les fermiers blancs par la force. La plupart fuient à l'étranger, une dizaine d'entre eux sont assassinés. Pour contracter des emprunts auprès de la Banque mondiale, Robert Mugabe engage son pays dans une cure d'austérité, mais l'arrêt des subventions aux petits propriétaires terriens a ruiné l'économie du pays. Un nombre grandissant d'habitants dépendent de l'aide alimentaire et l'espérance de vie chute à un niveau exceptionnellement bas. Mais Robert Mugabe ne peut entendre la moindre critique et ne peut envisager de changer de politique. Quand le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai défie le vieux lion, il est roué de coups par les forces spéciales aux ordres de Mugabe. Quand Tsvangirai remporte l'élection présidentielle de 2008, Mugabe s'accroche au pouvoir. Tout ce qu'il concède est un partage du pouvoir avec Tsvangirai, qui devient Premier ministre, mais sans obtenir aucun moyen pour influer sur la marche politique à suivre. Alors que l'Occident voyait en Mugabe un dictateur, beaucoup d'Africains le considéraient comme un héros, l'un des rares hommes du continent capable de résister aux anciennes puissances coloniales.
Je vous le disais en titre, la bataille se poursuit autour du Brexit. Le Parlement a adopté une loi pour reporter une nouvelle fois le divorce. Mais de son côté, Boris Johnson espère toujours la tenue d'élections anticipées. On fait le point avec Guillaume Petit. Il préférait mourir au fond d'un fossé plutôt que de repousser le Brexit. Ce vendredi, Boris Johnson n'est pas loin de toucher le fond. La Chambre des Lords a adopté la proposition de loi qui contraint le Premier ministre à demander un report de 3 mois du Brexit si aucun accord n'est trouvé d'ici le 19 octobre. Le texte avait été adopté mercredi par les députés. Il doit désormais recevoir l'accord de la reine Elisabeth II. Lundi, Boris Johnson se prépare à un autre revers. L'opposition a prévenu qu'elle voterait contre des législatives anticipées sur lesquelles il mise. Je pense que c'est le paradoxe le plus extraordinaire. Jamais dans l'histoire, aucun parti de l'opposition n'a rejeté la possibilité d'organiser des élections. Si je puis me permettre, je pense qu'ils font une très grave erreur politique. Un peu plus tôt dans la journée, alors que le Premier ministre rendait visite à des agriculteurs et des pêcheurs en Écosse, la Haute Cour de justice à Londres a rejeté une demande d'annuler la suspension du Parlement, où il se retrouve désormais sans alliés. Nous sommes conscients que le Premier ministre est dans une position très délicate. Mais nous le renforcerons si nous lui permettons d'avoir des élections anticipées. Elle lui donnerait la possibilité de parvenir à un Brexit sans accord. Pour organiser de nouvelles élections, il faut de toute façon obtenir les 2/3 des voix. Et sans le soutien de l'opposition, ce scénario semble hors de portée. Brexit sans accord et nouvelle élection, 2 portes qui restent pour leur fermer. Dans le reste de l'actualité, Angela Merkel est en visite officielle à Pékin avec une importante délégation commerciale. Avant de rencontrer le président chinois Xi Jinping, la chancelière allemande a plaidé pour le respect des libertés de Hong Kong, théâtre depuis 3 mois de manifestations contre l'exécutif pro. Et puis Paris poursuit ses efforts en vue d'une désescalade entre Washington et Téhéran sur le dossier du nucléaire iranien. Un nouvel entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Donald Trump a eu lieu aujourd'hui. Téhéran doit annoncer demain le détail de ses nouvelles mesures de réduction de ses engagements sur le nucléaire. Au Soudan, enfin, le premier gouvernement depuis la chute du président Omar el-Béchir a été dévoilé. Après une crise politique de plus de 8 mois, ce gouvernement doit mener une transition vers un pouvoir civil. On part maintenant à Madagascar où des retrouvailles entre le pape François et un prêtre argentin auront lieu ce dimanche. Il y a des années, le père Pedro a été l'élève du futur pape. Tous deux partagent le même attachement aux plus pauvres. Olivier Peggy. Ce sera un des temps forts du voyage du pape François à Madagascar, sa visite ce dimanche à Akamasu. Akamasu qui signifie en malgache les bons amis, une association créée il y a 30 ans par un prêtre lazariste, le père Pedro, une personnalité charismatique née en Argentine comme le pape. Et d'ailleurs les deux hommes se connaissent. Quand il était encore novice au centre jésuite de Sao Paulo, Pedro Opeka, c'est son nom, a suivi des cours de philosophie donnés par un jeune prêtre, Jorge Bergoglio, devenu pape des années plus tard. En plus de cette histoire commune, les deux hommes partagent une même attention pour les plus pauvres, d'où la fierté du père Pedro d'accueillir le souverain pontife. Voilà, et nous sommes heureux que le pape François vienne nous rendre visite ici, dans notre lieu de travail, là où les gens travaillent durement pour vivre. Ça, c'est la cathédrale. C'est fait, nous appelons cathédrale, parce que les cathédrales à Akamasu, elles s'incrustent dans la terre, dans le granit même. En Europe, la cathédrale sort du terre. Mais ici, c'est fait à la main, à la main. Le pape prononcera ici un discours sur la lutte contre la pauvreté. Et cela aura évidemment une résonance particulière en ce lieu. Akamasu, c'est l'espoir de s'en sortir avec un travail, un toit, un nouveau départ pour des milliers de personnes. Une résonance particulière aussi dans ce pays où les 3/4 de la population vivent avec moins de $2 par jour. On reparle des températures caniculaires de cet été en Europe. Juillet et en particulier août resteront dans l'histoire. Une vague de chaleur sur le podium des étés les plus chauds depuis 1979. En août, les températures ont atteint des records. La moyenne était au-dessus de celle enregistrée entre 1981 et 2010 sur la quasi-totalité du continent, excepté certaines régions dans le nord-est de l'Europe et dans l'ouest du Portugal. Une chaleur qui a provoqué des sécheresses importantes, en France notamment, et des incendies de forêt dans plusieurs pays, comme en Espagne et au Portugal. Les chiffres du programme européen de surveillance Copernicus confirment également une tendance à la hausse dans l'ouest de l'Alaska, le nord-est du Canada, au Groenland et dans une large partie de l'Antarctique.
C'est aussi le cas dans l'archipel arctique de Svalbard en Norvège où les glaciers fondent à une vitesse alarmante. Nous sommes en train de perdre l'Arctique tel que nous le connaissons à cause du changement climatique. C'est un avertissement de toutes les difficultés et des problèmes qui se répandront sur la planète. Il est important de les arrêter efficacement, dès que possible. Entre juin et août, la température moyenne en Europe était de 1,1 degré au-dessus de la moyenne mesurée entre 1980 et 2010, ce qui fait de cet été le 4e le plus chaud depuis 1979. On termine ce journal avec un concept qui se répand en Europe, des cabines dédiées à la colère où il est permis et même recommandé de tout casser. À Vienne, en Autriche, l'une d'elles vient d'ouvrir et ça ne s'invente pas, elle est en lien avec une pièce de théâtre sur la folie destructrice. Olivier Péguy. Votre patron vous agace, vos collègues vous gonflent, ras-le-bol de votre belle-mère, des embouteillages, du Brexit, des cris des gamins. Plutôt que de passer vos nerfs sur le service de vaisselle offert par la grand-mère, allez donc à Vienne, en Autriche, dans cette cabine de la colère. Une installation conçue spécialement pour se défouler en toute sécurité et en toute tranquillité, si on peut dire. Vous venez ici, vous vous inscrivez, quand c'est votre tour, vous entrez. Il y a des objets comme des assiettes et des vieux ordinateurs et vous pouvez défoncer tout ce que vous voulez. La mise en place de cette installation dans le centre de Vienne coïncide avec la présentation d'une pièce de théâtre jouée juste à côté. Une pièce où il est question justement de folie destructrice. On espère que les gens viendront d'abord ici pour se défouler et seront ensuite relax pour assister à la représentation. Profitez-en, c'est gratuit et ce sera accessible jusqu'à début octobre. Durée de la séance de défoulement 5 minutes, plus rapide qu'un cours de Zumba. Et vous verrez après, vous serez beaucoup plus cool ce week-end avec votre belle-mère. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, pour l'information, vous retrouverez Anne-Lise Fantino à cette même place. Passez un excellent week-end. À bientôt.